Josiane, Madame la Ministre, à vous de répondre. Je vous mets à l'aise. Si vous n'avez pas le temps de... Et surtout, vous ne pouvez pas répondre à tout, puisqu'il y a eu des questions très diverses. Certaines communes, nous aurons pas mal d'heures dans l'hémicycle pour répondre à ces questions. Je vous laisse la parole. Madame la Présidente, c'est pas que j'ai pas le temps, j'ai tout mon temps pour le Parlement et la Commission des Affaires sociales. C'est peut-être plutôt que je risque d'en oublier parce que il y en avait quand même beaucoup. L'organisation des réponses va pas être tout à fait simple. D'abord, je voudrais constater que dans toutes les interventions qui ont été faites, j'ai entendu trois types de positionnement. D'abord, enfin, c'est ceux que j'ai entendus avec le plus de plaisir, les interventions qui saluent l'adoption de ce texte en Conseil des ministres et son examen d'abord par cette commission et très prochainement à l'Assemblée nationale. Après, j'ai entendu des regrets et ainsi que des questions. Comment dire, le texte mérite les trois. Il mérite une satisfaction collective de son examen, des regrets que je partage, j'en dirai un mot dans un instant, et les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Peut-être, et je fais une erreur tactique, j'aurais peut-être pas dû dire que c'était un texte important du quinquennat. Peut-être aurais-je dû me contenter de dire que c'est un texte important pour les Français. Et ce qui aurait évité qu'il y ait des interventions rendues explicables par les positionnements que nous avons les uns et les autres. Mais donc, en disant que c'est un texte important pour les Français, je pense qu'on peut ainsi chercher ensemble les conditions de consensus. Les regrets, ben écoutez, j'en partage avec vous tous, c'est que nous devions rétablir les comptes publics du pays, que nous devions, comme le président de la République et le Premier ministre l'ont indiqué avec le pacte de responsabilité, procéder à une économie de 50 milliards d'euros d'ici 2017. Je préférerais que nous n'ayons que de l'argent à dépenser et pas d'argent économisé. Ça aiderait pour tout ça. Je ferai simplement remarquer que dans les débats que nous avons autour du pacte de responsabilité de solidarité et des économies nécessaires pour redresser les comptes publics, j'ai entendu circuler des sommes bien plus importantes en matière d'ambition d'économie. Certains vont même jusqu'à 130 milliards. Donc, avec 50, c'est déjà pas si simple, mais nous partageons au moins la nécessité des 50, probablement, surtout pour ceux qui penseraient qu'il en faudrait plus. Et donc, c'est dans ce cadre-là, je voudrais simplement dire qu'un projet de loi qui va affecter 650 millions d'euros, je reviendrai sur le chiffre exact tout à l'heure, de dépenses nouvelles, d'actions nouvelles, et dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, un projet de loi important qui mérite que nous en satisfaisions ensemble. Peut-être deux remarques sur des formules que j'ai entendues. Non, ce texte ne donne pas priorité au maintien à domicile au détriment des établissements. Non, ce texte ne privilégie pas les GIR 1, GIR 2 au détriment des GIR 3, GIR 4, parce que ce texte ne prend rien à personne. Voilà, il ne prend pas aux établissements, il ne prend pas aux GIR 3, GIR 4. Ce texte donne des moyens supplémentaires dans l'accompagnement de l'adaptation de notre société au vieillissement, sans retirer aucun moyen à aucun autre dispositif. Donc n'opposons pas les uns aux autres le maintien à domicile aux établissements. Ce texte fait le choix de traiter d'abord le maintien à domicile parce que c'est d'abord le souhait des personnes qui vieillissent et des familles, et que le choix du maintien à domicile est le choix du report le plus tard de l'entrée en établissement. C'est ce que souhaitent nos concitoyens. Je crois que nous pouvons les aider à le faire tout en étant prudents sur la manière dont nous parlons des établissements, parce que les gens rentrent de plus en plus vieux aujourd'hui en établissement, donc dans une situation de perte d'autonomie de plus en plus importante, et ne contribuons pas nous-mêmes à donner de l'établissement, de l'EHPAD, une image qui soit une image inquiétante pour ceux qui vont devoir y rentrer. L'entrée en EHPAD est parfois aussi une
une moindre solitude, un moindre isolement que le maintien à domicile. Donc n'opposons pas les deux, ne montrons pas un parcours dans lequel l'entrée en établissement serait le parcours final et ne présentons pas l'établissement comme étant des lieux auxquels on va quand on ne peut vraiment plus faire autrement. À ce propos, peut-être je vais dire un mot, après je reviendrai, sur la question qui a été posée, je crois, par notre collègue Léonard, votre collègue Léonard, sur les lieux de privation de liberté. Vous dites Madame Bouziane, oui, pardon. Et Denis Robillard, c'est Denis Robillard qui a posé la question et Véronique Massonneau aussi, sur l'intérêt que le contrôleur des lieux de privation de liberté portait aux EHPAD. J'ai eu l'occasion moi-même d'en discuter avec lui. Je ne crois pas qu'on puisse dire que les EHPAD sont des lieux de privation de liberté. Voilà, je ne crois pas que ce soit bon de le dire. En revanche, les EHPAD sont des lieux dans lesquels il nous faut garantir l'accès au droit, à la dignité et à la liberté d'aller et venir. Et puis aussi, c'est ce que j'ai dit à l'ancien contrôleur des lieux de privation de liberté, si son champ d'intervention était celui des situations de privation de liberté, peut-être pourrait-il s'intéresser de près aux EHPAD, parce qu'il y a effectivement des situations de privation de liberté, mais qui sont des situations rendues nécessaires par la sécurité des personnes qui y sont accueillies. Mais attention quand même à la manière dont nous-mêmes nous présentons ces lieux-là, qui sont, je le disais un instant, pour bon nombre de gens aussi un endroit où elles retrouvent sécurité physique et vie sociale. Après, parfois, des séquences un peu isolées dans le maintien à domicile. La question m'a été posée tout à l'heure, je crois, de savoir si quelqu'un, un parlementaire, je crois que c'est vous, Madame Berger, qui avez demandé, mais est-ce que, en fin de compte, l'enveloppe consacrée par le projet de loi au maintien à domicile et à l'adaptation au vieillissement n'est pas déterminée davantage par les recettes que par les besoins? Mais absolument. C'est exactement ça. Ce sont les recettes qui déterminent les engagements qui sont dans ce projet de loi. Incontestablement, les besoins sont infiniment supérieurs. Mais infiniment. Je ne suis même pas je ne peux pas quantifier le volume de besoins parce que on pourrait faire incomparablement plus et mieux. Mais nous avons déjà une enveloppe et vous évoquiez l'idée que les besoins allaient encore augmenter. Oui, mais ça tombe bien parce que la recette aussi. Voilà, puisque la recette est dynamique, elle va elle aussi encore augmenter. Et d'ailleurs, j'observe en 2 ans, elle a augmenté d'une 30aine de millions d'euros. Entre 2013 et 2015, la CASA aura augmenté d'une 30aine de millions d'euros. Donc elle va continuer d'être dynamique. Mais saluons quand même cette dépense et cette affectation. Alors maintenant, je vais essayer de prendre tout ceci étant dit, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions précises. La première sur les plafonds. Plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur les plans d'aide et leur plafonnement. D'abord, je vous rappelle que ça relève du décret et que les montants sont plafonnés par décret. Je vous donne quelques éléments chiffrés sur les choix qui ont été faits. D'abord, les plafonds mensuels des GIR 1 et GIR 2 sont les plus plafonnés aujourd'hui. Après la réforme, les augmentations sont effectivement dégressives. Pour le GIR 1, c'est 400 € d'augmentation. Pour le GIR 2, 250, GIR 3, 150 et GIR 4, 100 €. Ce qui fait quand même pour les GIR 1 une augmentation de 30% des plafonds d'aide, c'est-à-dire un effort significatif et concret, et qu'il est d'autant plus parce qu'il faut lier les deux mesures. La diminution du reste à charge rend plus efficace, plus efficient l'augmentation du plafond avec une diminution du ticket modérateur qui, là, est aussi par tranche, entre 1 et 350 €. Sur la part du plan d'aide qui va entre 1 et 350 €, le ticket modérateur est inchangé. Jusqu'à 550, la baisse peut aller jusqu'à 60% en fonction, mais vous le savez, des revenus. Et au-delà de 550 €, la baisse du ticket modérateur peut aller jusqu'à 80% de baisse. Donc nous avons là, je crois que c'est vous, Madame la rapporteure, qui avez posé la question en premier, un effort significatif et qui permet de dire sans
sans emphase ou sans excès verbal que cette réforme, cette proposition est bien un acte 2 de l'APA. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, mais certaines questions à laquelle j'avais déjà par anticipation répondu. Ce que je viens d'évoquer, n'a de sens que si ça s'accompagne d'un travail sérieux sur l'état des services d'aide à domicile, qui sont aujourd'hui, à mon sens, pas en situation d'accompagner les mesures qui sont prévues en termes d'augmentation des heures d'APA. Et je connais, parce que je les vois depuis 3 mois, l'état exact des difficultés. Et je suis particulièrement mobilisée. Peut-être dire à Madame Poletti que le rapport que vous préparez, toutes les deux, c'est ça, avec Madame Pinville, n'arrivera pas après la bataille. La bataille ne va pas se jouer en mois de septembre dans l'hémicycle autour de l'adoption de première lecture de la loi vieillissement, parce que toute une partie des mesures que nous pourrons prendre sont parallèles à la loi. Voilà, elles ne sont pas de nature législative. Et puis après, si besoin est, on a la navette qui nous permettra d'avancer. Mon objectif est d'arriver, et c'est pour ça que votre rapport sera bienvenu, mon objectif est d'arriver à avoir identifié et décidé des mesures pour les services d'aide à domicile, de façon à ce qu'il soit que la mise en œuvre soit concomitante à la mise en œuvre de la loi. Voilà. En gros, c'est remettre le secteur sur pied au moment où la loi va s'appliquer. Donc voilà à peu près le calendrier dans lequel je suis, en sachant que c'est pas un sujet simple, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et que c'est pas un sujet simple, c'est pas un sujet récent. Dans le faisceau, la conjonction de causes fait que le sujet n'est pas si facile. Voilà, je pense que ça date... D'ailleurs, je pense depuis 2009, voilà, le plan Borloo, qui était un bon plan, voilà, qui a été plein de bonnes intentions, n'a pas eu qu'un effet positif sur des secteurs comme celui-ci. On a aujourd'hui une concurrence, voilà, on a plusieurs types d'acteurs, qui aujourd'hui contribuent par la concurrence, voire même le dumping qui se joue, à fragiliser le secteur. On a d'autres sujets, d'autres soucis qui sont liés à la décentralisation et à la diversité des tarifs qui sont pratiqués par les conseils généraux et qui sont pas toujours adaptés aux réalités locales. Certes, les tarifs sont pas... Non. Certes, le pays n'est pas uniforme, et comme le pays n'est pas uniforme, on peut justifier des tarifs différents d'un département à l'autre, mais il n'est pas toujours... la diversité du pays ne justifie pas toujours la diversité des tarifs non plus. Et il faut en plus travailler. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un a évoqué les questions liées au travail, aux nouvelles règles concernant le temps de travail à temps partiel. De même qu'on a des soucis sur le fractionnement des plans d'aide, et en particulier le fait qu'il y ait des interventions qui soient sur des temps très courts, avec des temps de trajet très longs pour les aides à domicile. Et puis enfin, la manière dont j'aborde les choses, c'est à la fois la loi va créer des besoins nouveaux, elle va donc relancer l'activité incontestablement et l'emploi, mais on ne peut pas, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas compter que là-dessus si on ne sécurise pas en même temps. Et il faut aussi garantir un emploi de qualité pour à la fois les bénéficiaires des aides, mais aussi pour les salariés. Voilà, donc toutes les questions d'extension des conventions collectives qui sont là. Je signale quand même que dans le projet de loi, il y a 25 millions d'euros qui sont destinés à améliorer les conditions de travail du secteur également. Et que donc il faut les rajouter quand on envisage le montant global consacré à l'APA, il faut rajouter les 25 millions d'euros sur l'amélioration du secteur. Mais là, on a un travail, et je vous propose qu'on travaille tous ensemble sur le délai, sur le calendrier que j'ai donné, et j'attendrai votre rapport pour prendre toutes les décisions. Je continue sur d'autres sujets. Donc, oui,
J'ai dit tout à l'heure, mais ça je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, sur la réforme des services d'aide à domicile. Le délai d'expérimentation de 3 ans était probablement apparu comme étant raisonnable au moment du début de l'élaboration de la loi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut viser un calendrier, une méthode plus ambitieuse. Sur les services à domicile, j'ai dit... série de questions sur les âgés, les immigrés âgés. Je crois que je pense de manière assez ferme qu'il y aura des mesures dans le PLFSS. Voilà, qui fera suite à votre rapport. Sur logement, résidence, les résidences autonomie, non, les résidences-services, pardon. Sur les résidences-services, bon, je pense que votre intervention était calée dans les objectifs du projet de loi. J'ajouterai qu'on a un rapport d'inspection générale conjoint IGAS et corps d'inspection du ministère de l'Équipement, du Logement et des Transports qui est aujourd'hui lancé pour étudier la situation des résidences-services, parce qu'on a, on a une partie du sujet qui est dans le projet de loi, parce que c'est pour l'avenir, mais il va nous rester quand même le sujet de l'existant. Et donc la mission IGAS, comment ça s'appelle? Comment? CGEDD, d'accord. L'inspection, le corps d'inspection générale de l'équipement devrait nous apporter des propositions sur l'existant. Quoi d'autre encore? Alors, oui, sur les sujets réservés, alors, sur les aidants, qui est quand même une mesure assez... c'est une belle mesure, voilà. Je trouve que dans ce projet de loi, l'aide aux aidants, le droit au répit, voilà, c'est une belle mesure. Et c'est même inspirant pour d'autres catégories d'aidants. 83 millions engagés. Alors, c'est pas réservé au GIR 1, GIR 2, il n'y a pas de verrou. Il n'y a pas de verrou. C'est les conseils généraux, parce que ce sont eux qui vont en avoir le pilotage. C'est les conseils généraux qui attribueront les mesures. On peut imaginer qu'effectivement, c'est là où il y a GIR 1, GIR 2, qu'on aura, enfin, GIR 1, GIR 2 à maintien à domicile, qu'on aura les besoins les plus importants, mais il n'y a pas de verrou. Sur l'hébergement temporaire, il y a un travail en cours pour améliorer l'hébergement temporaire, mais je signale, juste c'est à titre pas anecdotique, mais pas en dehors à côté du projet, que j'ai visité la semaine dernière un établissement, un EHPAD uniquement hébergement temporaire. Uniquement hébergement temporaire, qui est un établissement de la Croix-Rouge dans le Nord, et que cet établissement faisait remarquer qu'il y avait c'était budgétaire, enfin le coût était élevé parce qu'ils ne se tournent jamais à plein. Ils ont toujours 20%, je crois que c'est ça, à 80, 75, 80%, ça, ouais. 75-80%, parce que forcément les rotations génèrent des gaps, mais aussi parce que je pense que c'est pas assez connu. Voilà, moi, on ne sait pas assez qu'il existe quelques établissements spécifiques dans l'hébergement temporaire. Et puis ensuite, il faut lever un certain nombre il faut assouplir un certain nombre de règles pour permettre à des EHPAD d'avoir des hébergements temporaires et de développer l'hébergement temporaire à côté d'hébergements permanents. Mais bon, là-dessus, pardon. Seule la ministre a la parole, d'autant que quand vous n'ouvrez pas les micros, on n'entend rien, que je ne vais pas donner la parole. Allez-y, Madame la ministre. Allez-y, Madame la ministre. Non, mais il n'y a pas de souci. La remarque était contributive. Voilà. Donc, elle était bienvenue. Oui, vous avez raison, aussi des blocages psychologiques. On a là un travail d'accompagnement à faire. Enfin, en même temps qu'on va développer l'aide aux aidants, et droit au répit, il va falloir aussi développer les places d'accueil, mais en même temps la possibilité de le faire. Voilà ce que ça signifie. Et je sais qu'un certain nombre de personnes ont peur
et de ne pas en repartir. Voilà, c'est ça le fond de l'affaire. On peur de ne pas en repartir, donc ça fait effectivement partie d'un travail pas de communication, mais de sensibilisation et de prise en compte des inquiétudes. Alors, l'articulation loi SNS, stratégie nationale de santé, alors sur au moins 4 thèmes: suicide, plan médicaments, la logique du parcours et l'information du patient et des usagers. Quoi d'autre encore? Madame Politi, on me dit, mais là la CNAV ne se désengage pas des GIR 5 et 6. Elle réoriente son intervention d'aide ménagère classique vers des paniers de services et de la prévention. Alors, la MDA, ça fait évidemment partie des sujets qui ont été réservés. Ils ont été réservés parce qu'ils sont assis sur les départements. Moi, je note, à propos des MDA, un grand consensus. Si l'Assemblée nationale soutient ce consensus, nous en tiendrons compte. Voilà. Effectivement, semblerait qu'à la fois, je crois que c'est Olivier Véran quand on a dit, peut-être l'Isère, il est là, je ne voyais pas. Je suis très bien, je ne vois rien de voir. Quand on a dit un mot, effectivement, il y a des expériences positives comme celle de l'Isère. Il y a demande et un intérêt. Je pense que ça fait vraiment partie des sujets dont on va discuter tranquillement, quoi. Voilà, ensemble, sans a priori particulier de ma part. On m'a interrogé aussi sur le plan, la suite du plan Alzheimer, madame. C'est vous. Sur la suite du plan Alzheimer et le plan maladie neurodégénérative, il sera présenté en septembre. Donc on sera dans une heureuse concomitance avec l'examen de notre texte. Sur la place des handicapés, dans le projet de loi, d'abord, il y a ayons en tête quand même que les politiques d'adaptation de la société au vieillissement concernent bénéfiquement aussi les handicapés. Quand il s'agit de politique de transport, politique d'urbanisme, ça a des effets aussi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Par ailleurs, le rapport annexé, je crois, annonce un travail sur les personnes handicapées en EHPAD qu'il faudra que nous conduisions avec ma collègue Ségolène Neuville. Voilà, mais vous savez tous les raisons pour lesquelles le texte ne va pas probablement aussi loin que le souhaitent les associations de handicap en matière de prolongement du passage du handicap au vieillissement. Quoi d'autre encore? S'il y en a qui voient, j'oublie des choses. Ça c'est fait. Vous m'avez interrogé. Voilà, j'ai retrouvé la fiche que j'ai faite pendant votre intervention, Madame Pinville. L'utilisation de la CASA. Non, d'abord le calendrier de la loi. Calendrier de la loi. On commence le travail parlementaire, enfin le travail parlementaire, pardon, a commencé, on y est. Mais en septembre, on aura l'examen à l'Assemblée. À mon sens, on devrait être prêt au milieu, enfin devrait être prêt, c'est-à-dire la loi devrait être prête à être apportée jusqu'aux bénéficiaires, donc mise en œuvre au milieu de l'année 2015. Voilà. Avant, ça me paraît pas possible. Je vois pas comment on fait un travail à marche forcée septembre, octobre, enfin sur les 4 derniers mois de l'année. C'est pas simplement le retard qu'on a pris dans l'adoption au Conseil des ministres, c'était un calendrier un peu serré. Mais je pense que si on travaille correctement le projet de loi et l'élaboration des décrets, on devrait être prêt mi-2015. Ce qui fait qu'effectivement, nous aurons à discuter au moment du PLFSS. Parce que c'est à ce moment-là qu'on en discutera, et pas dans le projet de loi ici, de l'utilisation de la portion de la CASA qui ne sera pas affectée en 2015 par le projet de loi. Donc, PLFSS. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on en discutera. Vous m'avez interrogé, Madame la rapporteure, sur le rapprochement entre le Haut Conseil de l'âge et le Haut Conseil de la famille.
Et puis, je crois que quelqu'un a fait une critique sur la multiplication des hauts conseils. C'est vous, Madame Poletti. Moi, je suis assez favorable. Enfin, je suis assez favorable à ce que vous avez dit, Madame la rapporteure. Et en même temps, je réponds un peu à une partie de vos critiques. Multiplier, effectivement, n'est pas forcément la bonne chose, mais tout ramener au CESE n'est pas non plus forcément la bonne solution. Donc, je ne suis pas hostile à ce qu'on envisage dans le travail parlementaire un haut conseil, effectivement, qui soit de la famille, des âges. Je dis plusieurs reprises, j'ai une demande qui vient du côté des professionnels de l'enfance, secteur enfance, où il n'y a rien. Et j'ai pas envie d'en créer un troisième non plus, voilà. Et je pense qu'il faut qu'on travaille plus à décloisonner qu'à juxtaposer, et que ces sujets sont plus que connexes, ils sont interdépendants, et que effectivement on a intérêt à travailler au rapprochement d'une approche globale que effectivement la globalité de mon ministère enfance, famille, personnes âgées pourrait favoriser. Aujourd'hui, voilà. Si vous avez vos propositions, Madame la rapporteure, sur ce sujet seront bienvenues, et je vous propose qu'on peut en discuter de manière plus approfondie. Est-ce que j'ai bien tout fait, ou presque? Oui. Il y en a qui ont dit oui, qu'on en finisse. Lâchez-nous, laissez-nous aller, on est invité après, c'est ça. Bon, je vous épargne la suite, alors on se reverra dans l'hémicycle pour approfondir. Mais c'est plus facile quand on est article par article, parce que, voilà. Madame la Présidente, ai-je bien satisfait à aux exigences de votre commission ?